23 heures à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Le Premier ministre est au Maroc depuis maintenant quelques heures. Amadou Gon Coulibaly y représente le chef de l'État, Alassane Ouattara, à la conférence donc sur la politique mondiale. Objectif de cette 11e édition, promouvoir des stratégies et politiques nouvelles priorisant la bonne gouvernance. Julie Payette, la gouverneure générale du Canada, est attendue demain ici en Côte d'Ivoire. Cela pour une visite d'amitié et de travail qui va se dérouler du 26 au 28 octobre. Avant son arrivée, Konaté Moussa nous fera le point de la coopération ivoiro-canadienne. Gestion moderne des ordures ménagères. L'opération démarre le 2 novembre prochain dans le district d'Abidjan. Annonce faite ce matin par la directrice générale de l'Agence nationale de gestion des déchets. Notez également que le centre d'enfouissement technique ouvrira ce 2 novembre. Voilà pour les titres. Je vous le disais tantôt, le Premier ministre est au Maroc depuis maintenant quelques heures. Amadou Gon Coulibaly représente le chef de l'État, Alassane Ouattara, à la conférence sur la politique mondiale. Notez que l'objectif de cette 11e édition est de promouvoir des stratégies et politiques nouvelles pour donc prioriser la bonne gouvernance. Amadou Gon Coulibaly est à Rabat. Le Premier ministre prend part à la 11e édition de la World Policy Conference, la conférence sur les politiques mondiales. 3 jours durant, l'événement donnera l'opportunité de débattre des grands enjeux régionaux et internationaux sur les thématiques clés de l'éducation, des questions climatiques et autres énergétiques. Autour du thème « Force et faiblesse de l'Afrique d'aujourd'hui », la rencontre entend promouvoir un monde plus prospère et plus juste. Une chose qui est certaine, c'est qu'aujourd'hui tout le monde reconnaît que l'Afrique n'est plus le continent perdu qu'on décrivait autrefois. C'est un continent qui se développe même parfois d'une manière remarquable. Mais en même temps, l'Afrique, je dirais, est aussi un continent où il y a un certain nombre de problèmes, des problèmes de gouvernance au sens large. Donc les pays comme la Côte d'Ivoire qui cherchent à manifester leur capacité de bonne gouvernance, leur capacité de développement économique, c'est très important. Le chef du gouvernement devra, lors de la cérémonie d'ouverture ce vendredi, partager la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara. La conférence réunit quelques 250 personnalités de haut niveau issues d'une quarantaine de pays. Voilà, promouvoir des stratégies et politiques nouvelles priorisant la bonne gouvernance, objectif visé donc par cette 11e édition de la conférence sur la politique mondiale. On en parlait avec Alexis Ouedraogo, envoyé spécial à Rabat. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a doté l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique de Bégerville, de matériel de cuisine. Il s'agit notamment de chariots, de rangements, de couverts et autres ustensiles, de quoi en tout cas améliorer les conditions de restauration des personnels civils et militaires, également des enfants de troupes. Notez que c'est un geste qui s'inscrit dans le cadre de la politique d'amélioration de conditions de vie et de travail de ces personnes. Abou Sanogo. C'est visiblement très heureux que les enfants de troupes de l'école militaire préparatoire technique de Bégerville ont accueilli le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko au sein de leur établissement. Une visite marquée par la remise de matériel de restauration pour la modernisation du cadre nourricier de cette école. Ce sont au total des ensembles lave-vaisselle à traction panier, 8 chariots de rangement de plateaux et 1000 couverts et ustensiles pour améliorer les conditions de restauration des personnels civils et militaires de l'école militaire préparatoire technique ainsi que des enfants de troupes. Ce matériel de restauration que l'UMPT reçoit vient à point nommé, car la vétusté du matériel d'alors était une préoccupation pour tous, quand on sait que l'importance et la renommée de cette prestigieuse école dans le système éducatif de notre pays. Ainsi, voir ces enfants de troupes manger dans des conditions peu réduisantes nous accablait. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a invité les enfants de troupes au travail et à prendre soin du matériel reçu. Dans le cadre de notre politique de redonner vie à notre grande institution dans le sens de l'amélioration des conditions de vie, qu'il fallait faire quelque chose
pour l'UMPT et ce n'est qu'un début. Nous avons promis de travailler à réhabiliter tous les bâtiments pour que vous-même soyez très fiers de vivre dans ces conditions-là. Nous ferons tout pour améliorer les autres conditions qui nécessitent des travaux et que nos enfants de troupes vivent dans de meilleures conditions et aient une meilleure santé pour l'avenir des armées de Côte d'Ivoire. Dorénavant, les enfants de troupes se restaureront dans des conditions d'hygiène optimales et n'auront plus à transporter 3 fois quotidiennement leur couvert de chambre au réfectoire, à conserver dans leur placard, verres, cuillères et assiettes dans des conditions de salubrité inadéquates et à renouveler à maintes reprises leurs couverts au cours de l'année scolaire. Les logements sociaux ne doivent plus excéder en termes de coût 12,5 millions de francs CFA. Quant au logement dit économique, le coût maximum est fixé à 23 millions de francs CFA. Il est aussi instauré un document unique de transport. Les transporteurs de marchandises ne paieront désormais plus que 500 francs CFA. Des projets de loi qui ont été présentés aujourd'hui par le secrétaire d'État en charge du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, des projets de loi qui ont été adoptés par les députés de la Commission des affaires économiques. Les explications de Kolo Koulibaly. L'État veut accélérer la mise en œuvre de sa politique d'accès au logement. Selon le commissaire du gouvernement, les promoteurs immobiliers vont bénéficier d'une exonération de 50% d'impôts sur les bénéfices. Un montant de 23 millions qui est fixé pour le logement économique pour pouvoir bénéficier de certaines facilités fiscales et de 12 500 000 francs pour les logements sociaux. L'idée à la base, donc, c'est d'offrir certaines facilités pour que davantage de promoteurs s'engagent sur ce segment du marché de la construction et puis qu'on ait une production suffisante de maisons pour nos concitoyens. Depuis 1998, la taxe sur les documents de transport de marchandises était comprise entre 1 000 francs et 4 000. Selon le document unique de transport instauré en 2015, il passe désormais à 500 francs CFA. Il y a des calculs qui ont été faits directement au moment où on prenait ces tests-là, qui veulent nous rapporter dans l'ordre de 800 millions de francs CFA. Mais la vérité, vous savez que l'économie est dynamique. Suivant l'expansion des activités, ça peut rapidement monter et c'est ce que nous espérons, dépasser rapidement le milliard pour renforcer la caisse publique. Ces 2 textes adoptés en commission seront soumis au vote de l'ensemble des députés au cours d'une séance plénière. Je vous l'annonçais en titre, Julie Payette, la gouverneure générale du Canada, est attendue demain, ici même en Côte d'Ivoire, pour une visite d'amitié et de travail qui va se dérouler du 26 au 28 octobre. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations politiques et diplomatiques entre les 2 pays, relations établies depuis 1962. Eh bien, avant son arrivée, Konaté Moussa se propose de nous faire le point de la coopération ivoiro-canadienne. La Côte d'Ivoire et le Canada ont établi des liens diplomatiques en 1962, 2 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Depuis cette date, les relations bilatérales entre les 2 pays n'ont cessé de se renforcer. Un rapprochement politique et diplomatique matérialisé par de nombreux accords de coopération. Au niveau économique et commercial, de bons points sont à noter. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui le 5e partenaire commercial du Canada parmi les pays de l'Afrique subsaharienne. Le montant des échanges commerciaux entre les 2 pays a connu son plus haut taux en 2013, avec un montant de 224 262 milliards de francs CFA. Les échanges globaux en 2017 se sont élevés à 130 079 milliards contre 158 325 milliards de francs CFA en 2016. En perspective, de nombreuses actions sont envisagées pour renforcer la coopération ivoiro-canadienne. Au nombre des projets, on peut citer entre autres le retour en Côte d'Ivoire du service Visa Côte d'Ivoire-Canada délocalisé au Sénégal, l'ouverture d'une liaison aérienne directe Abidjan-Montréal, le renforcement de la coopération culturelle à travers l'accroissement des bourses d'études universitaires et de formation professionnelle. Des actions en vue qui pourraient être à l'ordre du jour de la visite en Côte d'Ivoire de la gouverneure générale du Canada, Julie Payette. Depuis le 2 octobre 2017, Julie Payette est gouverneure générale du Canada. Avec une riche carrière de scientifique, elle a exercé dans plusieurs domaines. Elle a été astronaute avec 2 missions dans l'espace, ingénieure et administratrice de société. Julie Payette est donc attendue demain ici en Côte d'Ivoire.
2 millions d'emplois créés en Côte d'Ivoire de 2011 à 2018. Cela grâce aux actions gouvernementales. À côté de ce chiffre, il faudra ajouter le taux de chômage qui est passé de 9% en 2012 à 2% en 2018. Des chiffres validés par le Bureau international du travail, BIT, et la Banque mondiale, mais qui suscitent toujours la polémique. Eh bien, pour évoquer amplement la question de l'emploi jeune, le nouveau ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Mamadou Touré, était à la tribune du Press Club de l'UNJCI. Compte rendu, Walter Amadou Ouattara. Le Press Club de l'UNJCI est une tribune initiée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire afin de permettre au pouvoir public et acteurs clés du développement du pays de s'exprimer sur différentes questions liées aux politiques de gouvernance. Pour la seconde fois cette année, ce club presse reçoit un ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Le taux de chômage, l'employabilité et tout ça, il y avait beaucoup de flou, il y avait beaucoup de nuages. En tout cas, le ministre a été véritablement à la hauteur et nous a instruits. Après Sidi Temoko Touré, le nouveau ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a intervenu sur le thème « Le défi de la promotion des jeunes et de l'emploi en Côte d'Ivoire ». Le taux actuel de 2% de chômeurs, les 2 millions d'emplois créés depuis 2011, les actions du gouvernement relatives à l'emploi des jeunes, des sujets au centre des échanges. 1 million d'emplois dans le secteur agricole, 350 000 emplois dans le secteur public et parapublic et un peu plus de 600 000 emplois dans le secteur privé. Voici la structuration des 2 millions d'emplois qui ont été créés. Le président de la République et le Premier ministre nous ont instruits à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour amplifier l'important résultat positif qui a été déjà obtenu. Nous organiserons les états généraux, la jeunesse qui verra la participation des jeunes, mais surtout de nos partenaires techniques et financiers, Banque mondiale, AFD, qui ont donné leur accord pour nous accompagner. Pour les élus, hommes politiques et journalistes, l'initiative est à saluer et à encourager. Tous disent être édifiés par les propos du ministre. Nous avons vu un ministre qui maîtrise parfaitement son dossier, un ministre qui a pour, je dirais, objectif et ambition de voir tous les jeunes de la Côte d'Ivoire sortir de la précarité. Le ministre a assuré et il nous a vraiment émerveillés et sur tous les projets portant création d'emplois en Côte d'Ivoire. J'ai été très édifiée moi-même, donc je suis outillée à mieux passer l'information, la vraie, à la population ivoirienne. En ce qui concerne les perspectives d'avenir, l'accent sera mis sur les formations de courte durée. 39 000 personnes vont bénéficier du projet Agir pour les jeunes. 98 000 nouveaux emplois décents seront créés sur les 2 prochaines années. Élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. Après la proclamation des résultats, l'heure est à leur analyse. Plus de 50 000 bulletins blancs enregistrés au sortir de ces scrutins. Le lieu donc de se poser des questions pour mieux comprendre ce choix de vote. Qu'est-ce qu'un bulletin blanc? Quelle différence avec le bulletin nul? Quel message voudrait faire passer son auteur, donc l'électeur? Élément de réponse dans ce dossier proposé par Sidonie Davila. Les élections couplées ont donné leur verdict. Un scrutin marqué par un nombre remarquable de votes blancs. Ils sont plus de 50 000 ces Ivoiriens qui ont voté blanc au cours des élections régionales et municipales. Le bulletin blanc est une absence de choix que l'électeur opère de façon délibérée. Et ce non-choix-là se manifeste par une enveloppe vide ou un bulletin vierge. Le vote blanc est perçu par les chercheurs comme un désintérêt pour l'offre politique et un moyen pour le citoyen de participer au processus électoral sans accorder son suffrage à aucun des candidats. Comment est-il perçu par les Ivoiriens? Voter blanc pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Parce que quand on vote blanc, on se fera gouverner par celui qui sera élu de toutes les façons. Je ne peux pas aller dans la salle de vote et puis prendre le bulletin et plier ça et puis aller. Ça va aboutir à quoi? Ceux qui ont voté blanc, bon, moi personnellement, je ne veux pas porter de jugement à leur choix. Chacun fait ce qu'il veut puisqu'on est dans un pays de droit. De façon plus détaillée, sur une population d'1 564 671 électeurs qui ont voté,
Ils sont exactement pour les municipales 16 313 à refuser de choisir un candidat en déposant dans l'urne un bulletin blanc. Pour les régionales, le nombre de votes blancs s'élève à 36 930 sur 2 038 466 électeurs. Le bulletin blanc, c'est donc le non-choix opéré par l'électeur. Il peut le faire pour passer un message. En fait, il ne profite à personne. C'est une forme d'interpellation et d'alerte pour l'homme politique, pour le président de la région, pour le maire de la commune. C'est une manière de dire, j'ai participé au vote, mais j'ai refusé de choisir parce qu'il y avait une perturbation dans le discours politique que je n'ai pas compris. Pour le communicologue qui décrit le profil des personnes qui optent pour le vote blanc, cette forme de vote est celle du contestataire. C'est un citoyen correct qui assume son devoir de citoyen, qui va voter, mais qui est contestataire. Parce que lorsqu'il est proposé, il ne retrouve pas quelqu'un dedans qui l'arrange. Par rapport au projet sociétal qui est proposé, par exemple, rien ne rentre en ligne de compte de sa vision de développement social, de développement de la cité, de la vie communautaire. Et puis aussi, il y a certainement l'expression aussi d'un mécontentement par rapport à la façon dont les choses sont organisées. Mais il vient quand même pour dire que bon, je viens, mais vous ne m'intéressez pas, mais il faut que vous sachiez que je suis venu, mais je ne suis pas content. Les bulletins blancs, un phénomène important, une réalité qui n'échappe pas à l'analyse des nouveaux élus. Le fait de voter blanc, c'est aussi bien, parce qu'au moins c'est une alarme envers les politiques, pour leur dire que bon, finalement, on est fatigué de la démagogie, on est fatigué des belles paroles. Maintenant, on veut voir des actes. Donc, à mon avis, aujourd'hui, si le taux de vote blanc est beaucoup plus élevé, c'est probablement parce que les gens ont une certaine désillusion vis-à-vis de l'offre politique qui se présente à eux aujourd'hui. Il faut qu'on comprenne aussi le message de ces personnes-là pour leur dire que il nous appartient, nous, hommes politiques, nous, élus, de faire des efforts pour nous approcher davantage de nos parents et leur faire comprendre aussi que nous travaillons pour cette population-là. Mais les bulletins blancs, comme on dit, ça peut être interprété aussi comme des cas de conscience pour dire à ces gens-là que je n'ai pas de choix, je suis venu voter et c'est mon choix, que personne n'est suffisamment bon. Et il faut accepter cela, il faut accepter donc ce jeu démocratique-là. C'est un phénomène nouveau et c'est bien que ce soit comptabilisé ainsi pour permettre aux politiques de prendre conscience de ce phénomène. Si vous prenez le cas de Makori, on a eu 5 candidats. Si les 5 programmes qui ont été présentés, il y a des gens qui ne sont pas retrouvés dedans, il y a quelque chose, il y a un message. Quel message? C'est la question que je me pose. Quel message? Mais il faut bien l'analyser, bien le décortiquer, voir quartier par quartier comment ce vote s'est exprimé pour qu'on puisse bien cerner ça et apporter une réponse. Le vote blanc, à ne pas confondre avec le vote nul et l'abstention. Le bulletin nul résulte d'une erreur de manipulation. Il se distingue par un signe, une annotation, une inscription sur le bulletin, invalidant donc du coup ce vote-là. Le bulletin blanc, quant à lui, est une absence de choix. En tout état de cause, qu'il s'agisse d'un bulletin nul ou d'un bulletin blanc, l'électeur, dans ces 2 cas, se déplace sur le lieu de vote, procède au vote, mais par ignorance, par méconnaissance du mécanisme, le bulletin est annulé, ou par la volonté d'un non-choix. Un 3e niveau, c'est l'abstentionnisme. Il y a des électeurs qui décident volontairement, en toute âme et conscience, de ne pas se rendre sur le lieu de vote et donc ne participent donc pas au scrutin qui a lieu. Les régions qui réalisent un score élevé de vote blanc pour les municipales et les régionales sont celles du Poro, du Gbeke et du Tonkwi. Le district autonome d'Abidjan a également enregistré un nombre important de bulletins blancs lors des municipales, 2435 voix. L'innovation pour cette année, c'est que le vote blanc est reconnu, calculé et comptabilisé dans les suffrages exprimés, ce qui n'était pas le cas lors des élections précédentes.
Et au lendemain de ces élections couplées, des élus indépendants, un peu plus d'une vingtaine, ont décidé de rejoindre le RHDP. Ils ont été reçus par la direction du parti. C'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, premier vice-président du RDR, et de plusieurs cadres du RHDP. C'est ce que nous rapporte Herman Divet. Ils sont 25 maires élus sous la bannière indépendante et un pour le conseil régional à rejoindre les rangs du RHDP. Intégrer la grande famille du RHDP, c'est un peu une garantie de pouvoir faire des choses intéressantes pour nos différentes populations. Je pense que le RHDP unifié est le mieux placé pour le développement de notre ville. Nous savons que le boulot il est énorme et l'endroit où on peut avoir la solution, c'est ici, dans la famille RHDP. C'est un sentiment de joie, de satisfaction, de en tout cas, pouvoir revenir en famille. Un choix, disent-ils, opéré sans aucune contrainte, sans aucune pesanteur sonnante et trébuchante, en toute sincérité. Je tiens à préciser de façon solennelle, au nom de tous mes collègues élus, que notre adhésion au RHDP est libre et sincère. Notre engagement au sein du RHDP unifié sera total et sans calcul. Au soir du 13 octobre 2018, le RHDP a enregistré 92 maires et 18 présidents de région sous sa bannière. Avec les différents mouvements opérés par les indépendants, le chiffre de 92 passe à 136 pour le RHDP sur les 232 élus locaux et une autre vague est même annoncée. Ce mouvement connaît un engouement réel parce qu'au-delà de la trentaine, certains à l'intérieur du pays et d'autres ayant déjà pris la décision attendent d'informer leurs équipes et se préparent à rejoindre définitivement la grande famille du RHDP. Des maires élus indépendants, mais désormais RHDP qui attendent de bénéficier d'un soutien important de leur famille politique afin de donner satisfaction aux attentes de leurs électeurs. Le parti, lui, leur ouvre grand les bras et se réjouit de cette perspective. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons donc ici et là quelques sons discordants. Mais l'acte que vous venez de poser et l'acte qui sera posé par d'autres achèvera de convaincre tout le monde de la grande volonté et de la détermination de toutes les Ivoiriennes et de tous les Ivoiriens d'aller à la consolidation de la paix que nous avons retrouvée, d'aller vers un seul but, le développement donc, de notre pays. Alors pour tous les maires et tous les conseils régionaux donc, de Côte d'Ivoire, c'est évident que le gouvernement aura une oreille donc, attentive dans les deux sens. Action du gouvernement vers vous, mais aussi remonter des préoccupations donc, des populations vers le gouvernement. Et ça aussi, c'est le rôle donc, des élus locaux. Bientôt, le président de la République aura l'occasion de recevoir l'ensemble donc, des élus donc, RHDP. Des mouvements qui, pour les cadres du RHDP, sonnent la consolidation de l'action du rassemblement des fils de Fouette-Boigny. On change complètement de sujet à présent. Le deuxième forum international sur la retraite s'est ouvert hier, mercredi, à Grand-Bassam, à l'initiative de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Quelles actions concrètes pour le mieux-être des personnes du troisième âge dans les pays africains? Sujet au cœur des débats. La rencontre va durer 3 jours, c'est ce que nous dit Grace Kando. Le retraité est supposé avoir droit à une couverture sociale au moment où il va devoir se retirer de la vie professionnelle pour prendre un repos mérité. C'est l'une des conquêtes sociales les plus importantes du monde du travail. Voici qui justifie la tenue du deuxième forum international sur la retraite autour du thème « Couverture vieillesse, instrument de lutte contre la pauvreté ». C'est un thème important qui nous donne en effet l'occasion de partager nos expériences et bonnes pratiques en matière de couverture vieillesse afin de renforcer l'efficacité de la sécurité sociale au niveau de nos États respectifs dans l'optique de la lutte contre la précarité des personnes du troisième âge. Faible taux de couverture des populations, absence de mécanismes de protection sociale pour les travailleurs, précarité de l'équilibre financier des organismes de prévoyance sociale, des préoccupations qui sont passées au peigne fin. Les retraites en Afrique sont actuellement basées sur un système qui date des années 1960. Or, depuis les années 1960, il y a eu beaucoup de changements, tant au niveau politique, au niveau institutionnel qu'au niveau démographique. Donc, actuellement, il s'agit de voir comment
faire en sorte pour que nos retraités ne soient pas des retraités malheureux, mais soient vraiment des personnes qui puissent vivre avec les revenus fruits de leur travail. L'intérêt pour nous est donc de voir, d'établir quelles sont les voies et moyens pour pouvoir mettre en place un mécanisme viable au sein de tout l'espace CIPRES en vue de prendre en compte et davantage toutes les populations qui sont laissées à l'écart de la couverture vieillesse. Le deuxième forum international sur la retraite intervient après celui tenu à Yaoundé en juillet 2016, initié par la CIPRES, conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Reportage signé Grace Kando, avec qui on reste pour parler gestion moderne des ordures ménagères. L'opération démarre le 2 novembre prochain dans le district d'Abidjan, annonce faite ce matin par la Direction générale de l'Agence nationale de gestion des déchets. Le compte à rebours est lancé. Dans 9 jours, les nouvelles prestations de propriété dans le district d'Abidjan vont démarrer, suivi de l'ouverture officielle du centre d'enfouissement technique dans la sous-préfecture de Songon, à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Ce matin, 25 octobre 2018, c'est avec plaisir que je vous reçois pour vous annoncer le démarrage effectif des prestations de propreté dans le district autonome d'Abidjan. Ces opérations s'effectueront à compter du vendredi 2 novembre 2018 à minuit. Il est également important de souligner que le démarrage des prestations de propreté coïncidera avec la mise en service du premier casier du centre d'enfouissement et de valorisation technique de Kosiouin. Après le démarrage effectif de cette nouvelle politique du gouvernement, qui consiste en une gestion plus moderne des déchets, le processus de fermeture et de réhabilitation de la décharge d'Akwedo sera enclenché. Dans cette perspective, je voudrais inviter la population à développer la culture de la propreté. Que cette culture se traduise en tout temps et en tout lieu par des gestes qui rendent notre cadre de vie propre, des gestes qui ne feront pas de nos villes des poubelles. Que chacun de nous puisse s'approprier cette notion fondamentale et en faire un principe essentiel dans ses actes quotidiens. La nouvelle gestion des ordures dans le district d'Abidjan se fera aussi avec la mise en circulation de nouveaux équipements. À ce jour, plus de 500 camions neufs et 600 coffres à ordures sont déjà disponibles. On poursuit en images avec cette information. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, accompagné de sa collègue en charge de la salubrité urbaine, était ce mercredi à Port-Bouët. Il y était pour s'imprégner de l'évolution des travaux de bitumage de la voie d'accès au centre de groupage des ordures ménagères de Gonzagueville. Constat, après plusieurs mois de retard, le chantier avance désormais à un bon rythme. On poursuit avec ce communiqué relatif au processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté tient à informer les victimes des associations, les victimes et les associations de victimes, ainsi que la communauté nationale et internationale, qu'il n'a mandaté personne pour agir en sa qualité et en son nom. Il indique par ailleurs qu'aucune cérémonie d'indemnisation est prévue à la date du samedi 27 octobre dans la commune de Yopougon. L'actualité internationale nous conduit ce soir au Burundi, en Éthiopie et au Libéria. Le Libéria où le président annonce la gratuité pour le premier cycle universitaire. On en parle avec Soro Odiontelehe et Herman Guivet. Le président du Libéria, George Weah, a déclaré la gratuité du droit d'inscription pour tous les étudiants du premier cycle, une décision qui s'applique à l'ensemble des universités publiques, une déclaration faite au cours d'une visite qu'il a effectuée au campus principal de l'université de Monrovia.
Les parlementaires éthiopiens ont désigné à l'unanimité Sahle-Work Zewde présidente du pays après la démission de Mulatu Teshome. Elle devient la 4e chef de l'État en Éthiopie depuis l'adoption de la Constitution de 1995. Née en 1950 à Addis Abeba, Sahle-Work Zewde était diplomate et représentante de l'Éthiopie aux Nations Unies. Elle devient ce jeudi 25 octobre 2018 la première femme accédant à la magistrature suprême. Des négociations interburundaises ouvertes à Arusha en Tanzanie, le gouvernement lui est absent. Raison évoquée, la commémoration des héros de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore et Melchior Ndadaye. Une vingtaine de partis politiques proches du régime ont boycotté cette réunion d'Arusha qui devait permettre d'évoquer l'organisation des élections de 2020. Voilà maintenant 3 ans que la médiation sous-régionale tente de créer un dialogue. Commentaire de Herman Guivet qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.